Bonjour à tous. Dans le précédent épisode de Basique, on a vu ce qu'était le rôle de l'économie politique et que ça correspondait à l'étude de l'allocation de ressources rares qui ont des utilisations multiples. Dans cet épisode, toujours basé sur le livre Basic Economics de Thomas Sowell, on va s'intéresser à comment les économies allouent ces ressources rares à utilisation multiple. Évidemment, suivant le type d'économie, l'allocation des ressources se fera différemment. Dans une économie féodale, les seigneurs disent à leurs serfs quoi faire et où allouer les ressources disponibles. Dans une économie complètement nationalisée, c'est les fonctionnaires considérés comme experts qui décident de l'allocation des ressources. En revanche, dans une économie de marché, personne ne décide pour tout le monde où quoi est alloué. L'allocation des ressources se fait grâce au marché par le mécanisme des prix. Dans une économie de marché, les prix jouent un rôle crucial dans la détermination de la quantité de chaque ressource utilisée et à quel endroit. Pourtant, ce rôle est rarement compris par le public et il est souvent totalement ignoré par les politiciens. On est alors en droit de se poser la question, quel est le rôle des prix ? Pour à peu près tout le monde, moi y compris, les prix représentent simplement un obstacle à l'obtention d'un bien ou d'un service. Est-ce que j'ai les moyens ? Et si oui, est-ce que je veux les dépenser pour avoir ce bien ou ce service ? Par exemple, j'imagine que peu d'entre nous seraient mécontents d'avoir une propriété près d'une plage. Mais le prix d'une maison ou d'un appartement à la mer est vertigineux, ce qui fait que peu parmi nous peuvent se permettre d'avoir ce genre de bien immobilier. Mais si les propriétés côtières sont si chères, ce n'est pas parce que leur valeur l'est intrinsèquement. La même maison dans la Creuse serait bien moins chère. Ce qui fait que ces biens sont chers, c'est l'endroit où ils sont situés. Il y a beaucoup moins de maisons près de la mer, et donc leur prix élevé provient davantage de leur rareté, c'est-à-dire de la différence de la demande pour ces biens par rapport à l'offre disponible. Les prix reflètent ce manque de maisons côtières par rapport au nombre de gens qui en souhaiteraient. Les prix élevés transmettent alors cette réalité, ce message à tous les potentiels vendeurs et à tous les potentiels acheteurs. Les prix sont comme des messagers véhiculant des nouvelles, parfois de mauvaises nouvelles, dans le cas des propriétés à la plage qui sont convoitées par beaucoup plus de personnes qu'il n'est possible de loger, mais souvent de bonnes nouvelles. Par exemple, les ordinateurs sont devenus à la fois moins chers et plus performants, à un rythme très rapide suite au développement de l'ingéniosité technologique. Si on reste toujours sur l'exemple des ordinateurs qui deviennent moins chers et plus performants, très peu de gens seraient capables de vous dire pourquoi c'est le cas. Très peu de consommateurs d'ordinateurs seraient capables de vous dire que ce serait dû à la découverte de gisements de fer bien moins chers à exploiter ou à des avancées technologiques réduisant les coûts de la transformation du cuivre, par exemple. Il n'empêche que le prix va en diminuant, et ce signal de prix guide alors les décisions d'achat des consommateurs. Mais les prix n'influencent pas que les consommateurs, ils influencent aussi les producteurs. Si on considère un constructeur automobile quelconque, il peut fabriquer des voitures avec diverses spécificités techniques et diverses caractéristiques plus subjectives, comme le choix de la couleur. Une fois qu'il a produit toutes les voitures qu'il voulait ou qu'il pouvait, il doit les vendre. Un certain nombre d'entre elles sont grises, tandis que d'autres sont roses. Il ne peut pas vraiment savoir à l'avance ce que veulent ces millions de consommateurs potentiels. Il peut par contre l'apprendre en constatant que les voitures grises se vendent plus cher que leur coût de construction, à un prix où les voitures roses ne se vendent pas très bien. S'il veut vendre toutes ces voitures roses, il doit baisser leur prix et peut même être amené à diminuer sa marge de profit jusqu'à un point où il doit encaisser une perte s'il veut continuer à vendre. L'autre solution étant de ne pas vendre et d'avoir peut-être des pertes bien plus grandes. Face à cette observation, il va donc être encouragé par ses prix de vente à construire plus de voitures grises et moins de voitures roses la prochaine fois, pour d'un côté augmenter ses profits et de l'autre diminuer ses pertes. Alors qu'un système économique de marché libre est parfois appelé un système de profit, il s'agit en réalité d'un système de profit et pertes. Et les pertes sont tout aussi importantes pour l'efficacité de l'économie parce qu'elles disent aux fabricants ce qu'il faut arrêter de produire. On peut toujours se poser la question de pourquoi les voitures roses sont moins convoitées que les voitures grises. Mais ce n'est pas fondamental dans le mécanisme des prix. Que ce soit parce qu'individuellement les consommateurs préfèrent les voitures grises, ou parce que ce serait la société qui influence tout le monde à préférer les voitures grises, les prix reflètent la demande. Pour se maintenir à flot ou faire du profit, une entreprise doit vendre à ses clients les produits qu'ils veulent. Le système des prix permet de savoir ce que veulent vraiment les gens. Quand un bien ou un service se vend à profit,
c'est qu'il est désiré. S'il se vend à perte, c'est qu'il ne l'est pas. C'est ce que les prix en tant que signaux arrivent à déterminer, à la fois pour le producteur, mais aussi pour le consommateur. La situation que nous venons d'examiner, où les consommateurs veulent A, la voiture grise, et ne veulent pas B, la voiture rose, est l'exemple le plus simple de la façon dont les prix conduisent à une utilisation efficace des ressources rares. Mais les prix sont au moins aussi importants dans une situation où les consommateurs veulent A et B, ainsi que beaucoup d'autres choses, dont certaines nécessitent les mêmes ingrédients dans leur production. Si on reprend mon exemple de l'épisode précédent avec le lait. Le lait, par exemple, peut être consommé tel quel, mais aussi sous forme de fromage, de yaourt, de beurre, de crème ou de glace. Considérons maintenant que la demande de fromage augmente, peu importe la raison. Le fromager se rend alors compte que sa production de fromage se vend plus rapidement que d'habitude. Il se dit qu'il pourrait augmenter ses prix, et ainsi augmenter sa marge et investir dans sa fromagerie. Malgré des prix plus élevés, toute sa production continue à se vendre. Pour continuer à faire grossir son affaire, il souhaite alors acheter plus de lait, pour pouvoir produire plus de ce fromage qui se vend si bien. Il s'en va voir le laitier et lui propose de lui acheter plus de lait qu'auparavant. Le laitier accepte à la condition que le prix du lait augmente, parce qu'il vend déjà l'ensemble de sa production, et que le seul lait qu'il aurait de disponible pour le fromager est celui qu'il vend d'habitude aux glaciers et aux fabricants de yaourts. Le fromager concède l'augmentation et repart quand même avec plus de lait. Il reste donc moins de lait pour le glacier et le fabricant de yaourts qu'auparavant, ce qui le rend plus rare. Son prix s'adapte à cette nouvelle rareté et donc augmente aussi. Ainsi, le prix du lait augmente pour tous les producteurs de produits laitiers, bien que seule la demande en fromage ait vraiment augmenté. Mais si les prix évoluent autant en fonction de la demande, qui elle peut être fabriquée de toutes pièces, comment chaque producteur saura-t-il alors la quantité de lait à acheter ? Eh bien, il achètera la quantité de lait qui lui permettra de rembourser ses coûts, tout en considérant le prix maximum de vente de sa production comparativement à ses compétiteurs. Par exemple, en voyant le prix du lait augmenter, les fabricants de glace ou de yaourt sont obligés d'augmenter leur prix s'ils veulent garder leur marge. Si ces derniers continuent à vendre autant qu'avant, tant mieux pour eux, les prix ont juste reflété le manque de lait. En revanche, si leur vente diminue, ils sauront que soit ils doivent baisser leur prix, ce qui n'est pas toujours possible, soit ils doivent baisser leur production. Et c'est grâce à ces fluctuations de prix, qui reflètent des demandes et des offres, que les producteurs peuvent savoir quoi continuer à produire en fonction de ce que les consommateurs achètent et à quel prix. Ce que tout cela signifie comme principe général est que le prix qu'un producteur est prêt à payer pour le lait, ou tout autre ingrédient, est le prix que les autres producteurs sont forcés de payer pour le même ingrédient. Étant donné que les ressources rares, du lait, ont d'autres utilisations, du fromage, des yaourts, du beurre, etc., la valeur accordée à l'une de ces utilisations par une personne ou une entreprise devient un coût qui doit être payé par d'autres qui voudraient acheter une partie de ces ressources pour leur propre usage. Du point de vue de l'économie dans son ensemble, cela signifie que les ressources rares convergent vers leurs utilisations les plus rentables. Et tout ce mécanisme se manifeste de manière incrémentale, c'est une adaptation aux offres et aux demandes. Évidemment, cet exemple est schématique et ne considère que quelques aspects d'une économie qui est un système complexe, avec énormément de variables et des tas de types d'interactions entre toutes ces variables. L'économie ne se limite pas au prix, mais la compréhension du fonctionnement des prix est le fondement de la compréhension du reste de l'économie. Donc ce qu'il y a de basique à retenir, c'est que les prix dans une économie de marché sont des messagers qui signalent tout un tas de contraintes liées à la réalité en général ou à des circonstances particulières. Ils signalent aux producteurs quoi continuer à produire et quoi arrêter, et ils signalent aux consommateurs comment ils doivent contraindre leur budget. C'était PH, merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode de Basique.